par une machine. Je te lirai aussi un extrait d'un paragraphe d'un livre d'un scientifique nommé Carl Sagan qui est la description de cette fameuse image prise de la Terre. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que cette description vaut vraiment le détour et vaut vraiment d'être écoutée. Alors, j'espère que tu es bien installé et que tu es prêt à voyager encore. C'est parti. Voyager 1 est l'une des sondes spatiales jumelles du programme spatial Voyager de la NASA, destinée à l'étude des planètes externes du système solaire, qui n'ont avant elles été observées qu'au moyen de télescopes situés sur Terre, notamment les systèmes de Jupiter et de Saturne. Son lancement a eu lieu le 5 septembre 1977. Voyager 1, avec sa sonde jumelle Voyager 2, à l'origine d'un grand nombre de découvertes sur le système solaire, remettant parfois en question ou affinant les modèles théoriques existants, et à ce titre une des missions spatiales les plus fructueuses de l'Agence spatiale américaine. Parmi les résultats les plus remarquables figure le fonctionnement complexe de la grande tache rouge de Jupiter, la première observation des anneaux de Jupiter, la découverte du volcanisme d'Io, la structure étrange de la surface d'Europe, la composition de l'atmosphère de Titan, la structure inattendue des anneaux de Saturne, ainsi que la découverte de plusieurs petites lunes de Jupiter et de Saturne. La sonde est aussi à l'origine de la célèbre photographie Un point bleu pâle de la planète Terre, prise en 1990 à une distance de 6,4 milliards de kilomètres, ce qui en fait la photographie la plus lointaine jamais prise pendant 27 ans. La sonde spatiale fait preuve d'une grande longévité et dispose toujours en 2024 d'instruments opérationnels qui collectent des données scientifiques sur le milieu traversé. Elle quitte en août 2012 l'héliosphère et progresse depuis dans le milieu interstellaire, même si à compter de 2020, les instruments devront être progressivement arrêtés pour faire face à l'affaiblissement de sa source d'énergie électrique. Voyager 1 ne sera plus capable de transmettre de données au-delà de 2025. Au 26 août 2023, la sonde est à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre
ce qui en fait l'objet d'origine humaine le plus éloigné de son origine. Le programme Voyager, Voyager 1 avec Voyager 2 est l'une des deux sondes composant le programme Voyager. Ce programme spatial est mis en place par l'Agence spatiale américaine pour explorer les planètes externes, Jupiter, Saturne et au-delà, qui n'ont jusque-là pas été étudiées du fait de la complexité technique d'un tel projet. L'Agence spatiale souhaite profiter d'une conjonction exceptionnelle des planètes extérieures, qui ne se reproduit que tous les 176 ans, et qui doit permettre aux sondes de survoler plusieurs des planètes pratiquement sans dépenser de carburant, en utilisant l'assistance gravitationnelle des objets précédemment visités. Les objectifs. L'objectif du programme Voyager est de collecter des données scientifiques sur les planètes externes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui à l'époque sont pratiquement inexplorées. Seules Pionnière 10 et 11, des sondes légères développées pour servir d'éclaireurs aux sondes Voyager, mais disposant de peu d'instruments, se sont jusqu'à présent approchés de Jupiter et Saturne. L'objectif principal assigné aux deux sondes est de recueillir des données permettant de mieux connaître les deux planètes géantes, leur magnétosphère et leurs satellites naturels. Ces derniers, qui sont pour certains de la taille d'une planète, sont très mal connus. L'étude de la Lune Titan, dont on sait déjà à l'époque qu'elle possède une atmosphère évoluée, est jugée aussi importante que l'exploration de Saturne, sa planète mère. Enfin, le recueil des données sur les deux autres planètes géantes du système solaire, Uranus et Neptune, sur lesquelles très peu d'informations sont acquises du fait de leur éloignement, constitue un objectif majeur dans la mesure où l'étude de Jupiter et Saturne a pu être menée à bien. Voyager 1, qui précède sa sonde jumelle, a pour objectif initial d'explorer Jupiter et Saturne. Elle doit achever sa mission d'exploration par le survol à faible distance de Titan, la principale lune de Saturne. Mais elle doit, pour y parvenir, effectuer une manœuvre qui lui fait quitter le plan de l'écliptique, excluant toute possibilité d'explorer une autre planète extérieure. Le survol et l'étude d'Uranus et Neptune sont donc confiés à Voyager 2. Pour passer de Jupiter à Saturne, la sonde utilise l'assistance gravitationnelle de la première planète, qui lui fournit une accélération importante tout en la plaçant dans la direction de la seconde. Compte tenu de leur bon état de fonctionnement à l'issue de leur mission primaire en 1989, de nouveaux objectifs ont été fixés aux sondes spatiales après leur survol des planètes externes. La mission VIM, Voyager Interstellar Mission, a pour objectif l'étude des régions très mal connues, situées aux limites de la zone d'influence du Soleil. Sont distingués le choc terminal et l'héliopause avant de déboucher, une fois l'héliogène traversé, dans le milieu interstellaire dont les caractéristiques ne dépendent plus que de notre étoile. Les caractéristiques techniques. Voyager 1 est une sonde de 825,5 kg, ergol compris, dont la partie centrale est constituée par un cylindre aplati en aluminium à 10 facettes latérales d'un diamètre de 188 cm
d'une hauteur de 47 cm. Cette structure contient l'essentiel de l'électronique, protégée par un blindage ainsi qu'un réservoir dans lequel est stockée l'hydrazine utilisée pour la propulsion. Une antenne parabolique à grand gain fixe de 3,66 mètres de diamètre est attachée sur le sommet du cylindre. Sa grande taille permet un débit exceptionnel de 7,2 kilobits par seconde en bande X au niveau de l'orbite de Jupiter et compense en partie l'affaiblissement du signal au niveau de l'orbite de Saturne. Voyager 1 dispose de 16 petits propulseurs redondants brûlant de l'hydrazine et utilisés à la fois pour les modifications de trajectoire et pour les changements ou corrections d'orientation. La quantité d'ergols embarqués permet un changement de vitesse cumulé très modeste de 190 mètres par seconde sur l'ensemble de la mission. 3 perches fixées sur le corps de la sonde et déployées en orbite servent de support à différents équipements et instruments scientifiques. Sur l'une d'elles sont fixés les 3 générateurs thermoélectriques à radioscopie qui fournissent l'énergie, 470 watts au départ de la Terre, à la sonde spatiale. En effet, l'énergie solaire disponible au niveau des planètes externes ne permet pas d'utiliser des panneaux solaires photovoltaïques. Les instruments scientifiques sont fixés sur une perche longue de 2,3 mètres, située à l'opposé des générateurs thermoélectriques à radioscopie. Pour limiter l'incidence du rayonnement émis par la désintégration radioactive du plutonium-238 sur les mesures. Les instruments de télédétection, caméra ISS, spectromètre IRIS et UVS et photopolarimètre PPS sont installés sur une plateforme orientable avec 2 degrés de liberté. D'autres instruments de mesure in situ sont fixés directement sur la perche. Les magnétomètres sont installés sur la 3e perche de 13 mètres de long pour réduire l'influence magnétique du corps de la sonde spatiale. Enfin, 2 antennes de 10 mètres de long en beryllium et cuivre faisant un angle de 90 degrés entre elles servent de capteurs pour la mesure des ondes de plasma. La sonde Voyager 1 est stabilisée sur ces 3 axes, ce qui reflète la priorité donnée aux instruments de télédétection, c'est-à-dire à l'étude des planètes et des lunes. L'orientation de la sonde est contrôlée à l'aide de 2 capteurs, un viseur d'étoiles et un capteur solaire installé sur l'antenne parabolique. Lorsque l'étoile visée s'écarte du champ de vision du senseur de plus de 0,05 degrés, les moteurs fusées effectuent automatiquement une correction. Pour de courtes périodes, quelques jours, le contrôle de l'orientation est confié à un ensemble de gyroscopes, par exemple lorsque le soleil est masqué ou durant les corrections de trajectoire. Voilà pour la description de la sonde Voyager 1. Et maintenant je vais te parler, en plus de tous les instruments scientifiques et que je t'ai énoncé un petit peu juste avant sur Voyager 1. Peut-être que tu le sais déjà. Il y a un disque d'or. Le disque d'or de Voyager, ou Voyager Golden Record, est un disque intitulé The Sounds of Earth, les sons de la Terre, et embarque
sur la Terre et ses habitants, sous forme d'images et de sons, dressant un portrait de la diversité de la vie et de la culture terrestre. Photographie de la Terre, d'humains, de la nature, enregistrements sonores de bruit du vent, du tonnerre, d'animaux, de cris de nourrissons, d'extraits de textes littéraires et de musique classique et moderne, de Mozart à Chuck Berry. Le disque est accompagné du stylet permettant sa lecture et d'une source d'uranium-238 choisie pour sa période radioactive de l'ordre de 4,5 milliards d'années, permettant de déterminer le temps écoulé depuis le lancement. La NASA estime que le disque et la sonde elle-même survivront plus longtemps que la Terre et le Soleil. Les sondes spatiales Voyager 1 et 2 s'inscrivent dans la continuité du programme Pioneer. Les sondes Pioneer 10 et 11, lancées respectivement en 1972 et en 1973, étaient chargées d'explorer les planètes externes du système solaire. Au terme de leur mission, leur trajectoire devant se poursuivre hors du système solaire, il fut décidé d'y embarquer un message de l'humanité destiné à d'hypothétiques civilisations extraterrestres sous la forme d'une plaque de métal présentant quelques informations schématiques sur la Terre et les hommes. Avec Voyager 1 et 2, la NASA souhaitait placer sur les sondes un message plus complet, plus éclectique et communiquer une partie de l'histoire humaine. Une commission présidée par Carl Sagan de Cornell University effectua pendant près d'une année la sélection des éléments à intégrer dans le disque. Des photographies de l'environnement, terre, planète, paysages et des êtres vivants, plantes, animaux, humains et fabrication humaine. Des enregistrements sonores de l'environnement, la pluie, le vent, les vagues, les geysers, et d'êtres vivants, animaux, humains, machines. Parmi les sons humains, une courte déclaration du secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim. Le mot bonjour ou des messages de bienvenue enregistrés dans un grand nombre de langues, mais aussi des musiques de Bach, Mozart, Chuck Berry, Louis Armstrong, des musiques du monde, etc. La NASA a nommé un comité de sélection afin de constituer le contenu du disque. Ce comité fut présidé par l'astrophysicien Carl Sagan de l'université Cornell, accompagné de Frank Drake, Anne Druyan, Timothy Ferris, John Longberg et Linda Salzman. Sagan avait déjà été chargé de la réalisation de la plaque pionnière. Sagan et ses associés ont rassemblé 116 images, une variété de bruits provenant de la nature. Par exemple, ceux produits par une vague, le vent ou le tonnerre. On trouve également des bruits d'animaux, des chants d'oiseaux et de baleines. En outre, l'équipe de Carl Sagan a ajouté une sélection musicale issue de différentes cultures et époques, d'une durée de 90 minutes, ainsi que des salutations prononcées par des terriens dans 55 langues, et enfin des messages imprimés écrits par Jimmy Carter, président des États-Unis, et Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies. Voici le communiqué officiel du président Carter qui accompagnait son message placé le 16 juin 1777 sur les sondes Voyager.
diffusant ce message dans le cosmos. Il est probable qu'il survive 1 milliard d'années dans notre futur, quand notre civilisation aura été profondément modifiée et la surface de la Terre grandement transformée. Parmi les 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée, quelques-unes, peut-être plus, peuvent abriter des planètes habitées et des civilisations voyageant dans l'espace. Si une telle civilisation intercepte Voyager et peut comprendre les contenus enregistrés sur le disque, voici notre message. Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, une marque, un témoignage, un souvenir, un échantillon de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps de sorte que nous puissions vivre un jour un peu dans le vôtre. Nous espérons un jour ayant résolu les problèmes auxquels nous faisons face, rejoindre une communauté de civilisation galactique. Ce disque représente notre espoir, notre détermination et notre bonne volonté dans un univers vaste et impressionnant. Alors voilà pour le disque d'or sur Voyager. Vous pourrez me partager votre avis dans la bienveillance dans les commentaires sur ce disque d'or. Personnellement, je trouve que c'est incroyable d'avoir pensé, réalisé, d'avoir mis sur un disque en fait tout ce qui nous constitue dans un son de 90 minutes, rassembler toute l'humanité, tout le passé, tout le présent, pour pouvoir peut-être réfléchir sur l'avenir et le futur. Je trouve que c'est une superbe idée, même si je doute fortement qu'un jour quelqu'un la trouve. Mais au moins on aura laissé quelque chose de la Terre et de l'humanité qui se balade et traverse l'infini. D'ailleurs, il me semble que sur YouTube, j'avais trouvé alors pas la vidéo des 90 minutes, mais j'avais trouvé un extrait de ces fameux sons, enregistrements de bonjour et de bienvenue dans toutes les langues. Donc je vais la retrouver et vous la mettre en barre de description si vous voulez aller l'écouter. Je trouve c'est très mignon et incroyable. Et pour finir cet incroyable récit et description, j'ai gardé pour moi le meilleur pour la fin et je vais te parler du point bleu pâle. Alors, le point bleu pâle est une photographie de la planète Terre prise le 14 février 1990 par la sonde Voyager 1 à une distance de 40,47 unités astronomiques, soit plus de 6 milliards de kilomètres. Elle a été baptisée d'après le titre de Pale Blue Dot,
ce jour de la photographie de la Terre la plus lointaine. D'autre part, elle a conservé pendant 27 ans le record de distance entre la Terre et un appareil effectuant une prise de vue, jusqu'à ce que l'amas stellaire NGC 3532 soit photographié en 2017 par New Horizons, alors que la sonde se trouvait à plus de 40,9 unités astronomiques de la Terre. Le 14 février 1990, à 4h48, à la suite d'une demande insistante du scientifique américain Carl Sagan, la NASA commande à la sonde Voyager 1, qui a terminé sa mission primaire, de se retourner et de photographier les planètes qu'elle a visitées. Elle prend alors 60 images du système solaire que la NASA compilera en une mosaïque connue sous le nom de portrait de famille. Selon l'outil Horizons du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la distance entre Voyager 1 et la Terre est alors de 40,47 unités astronomiques, soit environ 6,054 milliards de kilomètres lors de la prise de vue. Sur l'une de ces images apparaît la Terre, juste un point bleu pâle dans la photo granuleuse. Le minuscule point est presque perdu dans la lueur du soleil. À ce moment-là, l'océan Pacifique renforçait l'aspect bleu de la Terre, ce qui n'aurait pas été le cas quelques heures plus tard avec l'Afrique et l'Asie. La photo est restée célèbre pour sa valeur historique, malgré son absence d'intérêt scientifique. Le livre de Carl Sagan. Le livre est divisé en 3 parties. La première examine la prétention faite à travers l'histoire que la Terre et l'espèce humaine sont uniques. La seconde partie décrit les découvertes scientifiques faites à travers le système solaire et les raisons communément évoquées pour les vols spatiaux habités. En dernière partie, Sagan suggère que l'exploration et la colonisation de l'espace et d'autres mondes sont essentielles pour la survie à long terme de l'espèce humaine et de la vie terrestre. Donc je vais vous lire un extrait du livre de Carl Sagan qui décrit cette fameuse photo granuleuse du point bleu pâle. Je trouve que c'est un extrait incroyable, d'une précision extrêmement juste, qui fait réfléchir, qui remet un peu tout en question et qui nous aide peut-être à relativiser et à se poser peut-être les bonnes questions ou simplement à se laisser porter et à rêver et se laisser rêver et à se dire que la Terre n'est qu'une toute petite, un tout petit vaisseau dans tout l'univers. C'est parti. De ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier, mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui, tout ce que vous aimez, tout ce que vous connaissez, tout ce dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie ici. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques,
l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenions position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Je trouve cette description du coup de cette photo de la Terre prise à 6 milliards de kilomètres, à chaque fois que je la lis, ça me donne les frissons et je suis presque émue à chaque fois parce que il a tellement raison de décrire la Terre comme ça. Elle est si petite. Autour d'elle, il n'y a rien. Le système solaire est quand même, à part la Lune qui est très proche, et proche c'est un euphémisme, mais à part notre petite Lune, il n'y a rien autour de nous. Les planètes sont quand même encore assez loin et les étoiles, n'en parlons pas. Et on n'est qu'une toute petite partie de la Voie lactée et de l'univers visible. Et puis bon, je vais pas rentrer dans des cours d'astronomie, d'astrophysique, mais je trouve que c'est incroyable de se dire que la Terre est quand même grande, mais que finalement en fait dans l'univers on n'est pas rien. Et ça, je trouve que ça remet un peu les points sur les i et les barres sur les t. Et que des fois on se prend pour quelqu'un pour faire du mal aux autres, alors qu'en fait eh bien on est tous dans le même bateau ou sur le même vaisseau comme on veut. Bon, enfin voilà, je vais pas rentrer dans la philosophie non plus. En tout cas, j'espère que cette petite description, lecture t'a plu, que tu as appris peut-être des choses ou que ça t'a remémoré certains événements dans la vie du spatial. Et voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui, mais ce sera pas tout pour moi pour dans le temps. En tout cas, je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt, prends bien soin de toi et de tes proches. N'oublie pas de rire et de sourire parce que le reste suivra.